Celta de Vigo, Real Madrid, 10e journée de la Liga, venir en sortie de trêve internationale. Un déplacement jamais simple à négocier, Jota. Ouais, jamais simple, même si le Real l'a emporté les 6 dernières années quand même à Vigo. Et c'est vrai que quand on était un peu plus jeune, c'était pas du tout le cas. Vigo, c'était un déplacement très très difficile. Comme la Corogne, la Galice, ça réussissait pas beaucoup au Real. Mais c'est vrai que depuis quelques années, ça va quand même beaucoup mieux. En tous les cas, je suis ravi de te retrouver, de vous retrouver. Les trêves internationales, c'est l'occasion de voir l'équipe d'Espagne. Donc pour moi, c'est un vrai bonheur. Mais par contre, Real France me manque toujours. C'est bien, c'est que tu as déjà sorti la petite stat que je voulais sortir pour conclure sur le Celta, c'est-à-dire que oui, on a gagné nos 6 derniers matchs à Balaídos. Espérons que la série ne s'arrêtera pas ce samedi. C'est vrai qu'on s'en sort bien dernièrement face aux Galiciens. C'est plus le Barça qui est en galère ces dernières années là-bas. Bon, parlons quand même de cette équipe du Celta, 9e du championnat, avec 4 victoires et 4 défaites. Je regardais la vite fait avant de faire la vidéo et en gros, ça a gagné les petits matchs, en tout cas les adversaires à leur portée. Mais c'est vrai que ça a perdu face au haut du tableau, ça a perdu contre Osasuna, ça a perdu contre Villarreal, ça a perdu aussi contre Bilbao, l'Athletic Club. Ouais, dans les gros matchs, on peut dire qu'ils ont un peu de mal. Et pourtant, c'est une équipe qui marque. C'est une équipe qui met des buts. C'est une équipe qui attaque. C'est aussi pour ça qu'ils s'expose beaucoup. Euh, Faut quand même aussi noter qu'on est sur un 3-4-3 côté Vigo. C'est assez expérimental cette saison pour eux, malgré la qualité des joueurs qu'il y a. Je pense notamment à Oscar Mingueza qui fait une vraie bonne saison, celui qui est formé au Barça et qui a dos aux portes de la sélection, hein, qui est un très très bon joueur. Et puis devant, ils ont Borja Iglesias et Iago Aspas qui retrouvent une seconde jeunesse cette saison après une saison dernière un peu plus délicate. Donc il y a de la qualité, mais c'est un nouveau système qui est mis en place. Donc forcément, je pense qu'il y a besoin de temps. Et face aux grosses cylindrées qui sont tactiquement un peu mieux organisées, bah, ça reste un peu fragile. Oui. Et c'est une équipe qui amène du spectacle. 16 buts marqués cette saison, 15 buts encaissés en Liga. Seul le Real Madrid, le Barça et Villarreal offrent plus de spectacle. Justement, ce début de saison, c'est la 4e meilleure attaque du championnat. Mais c'est une équipe qui prend aussi beaucoup de buts. Ouais, ouais, mais regarde, quand on regarde bien, on était face à Villarreal qui marquait beaucoup, qui était troisième du classement. Et puis bah ça nous a pas empêché de les battre. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi savoir que le Real Madrid face à ce genre d'équipe qui s'expose beaucoup arrive généralement à contrer. Et c'est justement aussi l'une de nos forces, c'est de pouvoir en contre opérer pardon assez rapidement. Donc je pense que c'est le type d'adversaire qui peut nous correspondre parce qu'on sait très bien qu'un système à trois derrière, ça offre énormément de possibilités dans les espaces libres qui sont surtout derrière les deux pistons en règle générale. Et ça, le Real Madrid, c'est là où il est le plus fort avec Vinicius, avec Mbappé, avec Rodrigo notamment. Donc voilà, je pense que c'est un match qui est vraiment, vraiment à la portée du Real Madrid, ça évidemment, mais qui peut faire briller en tous les cas les offensives du Real. Mm. Et tu l'as nommé hein, déjà. Iago Aspas, 4 buts cette saison en Liga. Borja Iglesias, 4 buts également dans le championnat. Ce sont les hommes en forme, pardon, côté côté Vigo, pardon, avec Mingueza que tu citais aussi. T'en vois d'autres? Ouais, il y a une belle équipe, hein. Il y a vraiment des beaux joueurs. Il y a Javier Banquillo qui était passé par Marseille, mais qui derrière devient un joueur expérimenté. Ils ont aussi Marcos Alonso, qui était au Barça d'ailleurs, qui est un très bon joueur, hein, ça, sans nul doute. Ils ont Guaita au but, qui était longtemps une référence du côté de Valence. Donc il y a une très belle équipe. Mais après, ça reste des noms. On le voit aussi dans les stats, tu l'as dit, ça prend beaucoup de buts. Donc bah, je viens de citer deux défenseurs et un gardien, et finalement. Ça a beau être des bons joueurs, le Celta souffre quand même en phase de repli. Donc, encore une fois, c'est un nouveau système pour eux. On voit que ça prend du temps. On voit que face aux grosses cylindrées, les grosses équipes, ben ça fonctionne pas énormément. Et je pense que le Real Madrid va devoir s'appuyer sur ce type de match pour le préparer. Parlons du Real, une trêve internationale qui s'est relativement bien passée dans le sens où pas de blessures. Hein, c'est déjà une très bonne nouvelle compte tenu de ce qui se passe sur ce début de saison un peu partout, pas uniquement au Real. Pas mal de joueurs aussi qui ont esquivé justement ce rendez-vous et qui ont pu travailler à Madrid, qui ont pu se reposer, se régénérer un petit peu. C'est clairement le moment aussi d'enclencher une belle série pour le Real Madrid parce que
On l'avait déjà évoqué un peu avant la trêve sur le live. Le calendrier à venir est dur. Le Celta Vigo demain, samedi. Dortmund, le Barça, Valence, Milan et Osasuna qui fait un bon début de saison en Liga. Tout ça à venir sur les 3 prochaines semaines avant la prochaine trêve. Ouais, jusqu'au 5 novembre exactement, donc c'est très très serré. Tu l'as dit, 2 semaines et demie, 3 semaines. Donc le calendrier est très très dur. On va pas se mentir. Pour le moment, le Real le gère plutôt bien. Il y a ce match face à l'Atlético, on peut avoir des regrets qu'on gagnait. On bat Villarreal. Et à la trêve, tu l'as dit aussi, pas de blessés, des joueurs qui ont pu, entre guillemets, se reposer. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Donc le Real va devoir répondre de présent dès demain. Ça, c'est sûr. Et ensuite, il y a la Ligue des Champions, pour laquelle on a déjà connu un revers en 2 matchs. Donc il faut aussi très vite être opérationnel. Ça sera avec la réception de Dortmund et ce sera pas une mince affaire. Donc le Real va devoir enchaîner. Et les joueurs qui sont un petit peu plus en difficulté, on en a déjà parlé lors du dernier débrief, vont devoir vraiment se montrer présents, sortir les dents. Parce que là, on va commencer à ne plus être trop patient. On est le 18 octobre. La saison a bel et bien débuté et on a besoin de voir les joueurs de niveau international être au niveau international. Hmm. Petit point conférence de presse de ce midi de Carlo Ancelotti. S'agissant de Kylian Mbappé, évidemment, il était un peu au cœur de cette conférence de presse. Il a assuré qu'il se sentait bien et qu'il était différent par rapport à l'avant-trêve, dans le sens positif de la chose, car il a pu travailler durant la trêve. Il a précisé qu'il n'avait pas fait de travail tactique. On lui a posé la question. Il n'a pas fait de travail tactique avec Mbappé, juste du travail physique. Et il est proche d'être à 100% de ses capacités selon Carlo Ancelotti. Le coach italien qui a aussi confirmé que Eder Militao était l'option B de secours après Lucas Vazquez pour évoluer sur le côté droit de la défense madrilène suite à la blessure de Dani Carvajal. Il a assuré aussi ne pas avoir demandé de recrutement cet hiver, lui personnellement. David Alaba sera bientôt de retour dans l'équipe, d'après ses propos. C'est vrai qu'il y avait un peu deux sons de cloche là sur les dernières semaines. D'un côté, on a des médias espagnols qui nous disaient que, la Copé surtout, qui nous disait que ça allait pas du tout pour David Alaba et que qu'il arrivait même pas à faire l'entraînement parce qu'il avait beaucoup de douleurs, tout ça. Et en même temps, on a Fabrizio Romano qui est venu euh, contrebalancer un peu cette Rassuré. information en disant que bah en fait ça allait plutôt bien, que ça suit son cours et qu'un retour était assez proche. Est-ce que tu as une réaction un peu par rapport à tout ça, par rapport à Mbappé, par rapport à Militao, par rapport au peut-être non recrutement à venir pour cet hiver? Alors cet hiver, je m'y attendais. Après, le fait que Carlo Ancelotti ait affirmé personnellement que lui ne l'avait pas demandé, bah, ça viendra un petit peu faire taire les rumeurs sur Florentino Pérez, qui est responsable de tous les maux du Real Madrid et des non-recrutements. Là, c'est l'entraîneur qui le dit lui-même. Je n'ai pas demandé à recruter. Il ne faudra pas s'en prendre aux mauvaises personnes. Je parle un petit peu à nos followers qui souvent incriminent Florentino et souvent, à mon sens, à mauvais titre. Mais bref, pour revenir sur Kylian Mbappé, bah, je l'évoquais tout à l'heure, les joueurs de niveau international vont devoir sortir les crocs. Il en fait plus que partie. On l'avait dit lors du dernier débrief face à Villarreal, il doit se montrer. Je vais pas revenir sur la polémique qui le touche. C'est vraiment des affaires hors foot, mais j'espère vraiment que ça va pas le tuer mentalement parce que je pense que c'est pas facile. C'est un joueur qui a 25 ans, qui subit des choses, des accusations, qui a une vie privée qui n'est pas très privée. Et forcément, c'est compliqué pour lui, je pense, de tout gérer, en plus de la pression de venir au Real Madrid, et puis une pression où on te demande, comme nous, on le fait, hein, d'être tout de suite opérationnel et de casser les compteurs, et puis surtout d'être bon. Et le début de saison est un peu compliqué. J'espère qu'il arrivera à se libérer vite, ou en tous les cas, on en parlait en off. Moi, je parlais de réagir tout de suite, tu vois, de se mettre en confiance dès ce week-end. Et toi, tu parlais un peu à juste titre, très justement, tu disais que bah, ce serait bien sur la période, en fait, de briller dans les grands matchs. Et je pense que tu as raison, que ce soit face à Dortmund, face à Milan ou lors du Classico. C'est là qu'il doit répondre présent. Maintenant, on l'attend vraiment et ça lui ferait du bien, je pense. Ça lui ferait énormément de bien, ça ferait du bien à tout le monde et que le Real se rassure sur cette période-là. Concernant David Alaba, je suis très content de ces nouvelles, notamment celle de Fabrizio Romano qui vient contrebalancer les rumeurs qu'on voyait dans les médias espagnols. Maintenant, j'espère, enfin j'attends de voir plutôt parce que je vois le temps qu'a pris Eder Militao pour revenir à son meilleur niveau et c'est peut-être même pas encore le cas. C'est même pas le cas d'ailleurs. J'attends de voir David Alaba qui est plus âgé, voir comment il va réagir, comment son corps va réagir et comment il va pouvoir enchaîner.
mais ça reste une bonne nouvelle, le fait que voilà, que ça suit son cours et que ça tend à s'améliorer. Voilà. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Je crois que tu avais évoqué une autre chose, mais en tous les cas, voilà, je pense avoir été complet sur tes questions. Oui, l'autre point, c'est sur Mitao, qui est l'option B pour jouer à droite. Euh, Ouais. pour Mbappé, pour revenir sur Mbappé, moi, je pense vraiment là qu'on est en fait sur un vrai premier tournant dans l'histoire qui est Mbappé au Real Madrid. On l'a déjà souligné plusieurs fois, la presse espagnole, les supporters du Real, globalement, sont quand même encore se montrent patients, bienveillants, euh, peut-être même indulgents par rapport à Kylian Mbappé et ce qu'il montre sur ce début de saison en termes de performance et même de rendement, même si quand on met on regarde les statistiques, c'est correct, mais on sait quand même pas mal de penalties, et globalement, ses performances sont quand même très en dessous de ce que l'on est en droit d'attendre. Là, il y a des gros matchs qui arrivent. Lui, mieux que personne, sait que c'est sur ces matchs-là qu'il va être attendu. Et la patience dont fait preuve la presse espagnole et les supporters du Real, je pense que elle est proche d'atteindre sa limite. Je pense que s'il se loupe là, en tout cas s'il n'élève pas son niveau sur les prochains matchs, notamment sur les deux matchs de Ligue des Champions, et puis encore sur le Classico où il va être regardé par le monde, la planète entière. Je pense que ça pourrait commencer à chauffer. En plus, derrière, il y a trêve internationale. Que va-t-il se passer en sachant que son rapport avec l'équipe de France et surtout les médias français est très très compliqué. Vrai tournant, je pense, pour Mbappé au Real Madrid. Là, sur les prochaines semaines, c'est le moment pour lui vraiment de se réveiller. J'ai un peu peur que ce soit il sort la tête de l'eau, soit il plonge sur les prochaines semaines. Ouais, comme je te le disais juste avant qu'on tourne la vidéo, j'ai peur du cas Eden Hazard qui arrive. Finalement, il est en surpoids, donc il arrive dans de mauvaises conditions. Il se blesse et puis, tu vois, c'est l'escalade malheureuse. On lui connaît et finalement, il a mis un terme à sa carrière assez rapidement, assez brutalement. Kylian Mbappé, attention parce qu'en plus, s'il passe à côté de ces gros matchs, toutes ces histoires de sa vie privée, on va lui ressortir. Forcément, la presse va s'en donner à cœur joie. Et on le sait, la presse espagnole, elle a été ultra patiente et ultra tendre avec Eden Hazard. À partir du moment où elle a switché, comme tu l'as dit, là, c'est terminé. La presse espagnole, c'est Terminator. Ça va le foutre sous terre. Donc, et les supporters du Real Madrid, c'est pareil. Quand Karim Benzema, je me rappelle à ses débuts et avec l'histoire du chat de Mourinho, commençait à enchaîner les mauvaises prestations, il se faisait descendre à la sortie du stade quand Real Madrid TV faisait des interviews et quand la presse espagnole faisait des interviews, ça le descendait, ça va très vite. Finalement, il a réussi avec sa force de caractère à tout changer, mais Kylian Mbappé, il vient d'arriver. Et quand tu commences à avoir tout contre toi, des éléments de ta vie privée et des éléments sur le terrain, bah, on peut se servir de tous les éléments de ta vie privée pour te mettre encore plus la tête sous l'eau. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est un vrai tournant, un vrai tournant. C'est pas un tournant décisif parce que il a une force de caractère dingue et il sait rebondir et voilà, les rumeurs et puis tout ce qui court et puis les mauvaises performances enchaînées, tout ça, il l'a déjà géré dans sa jeune et très belle carrière. Donc, je suis pas inquiet. Mais là, pour cette saison, en tous les cas, ça va être un vrai tournant. Il faut qu'il réponde présent pour lui, pour le Real et puis pour son avenir quand même en quelque sorte. Oui, oui, le plus grand tournant de la saison, c'est évidemment à partir du mois de mars où tu vas avoir les phases finales de Ligue des Champions et aussi la dernière ligne droite dans le championnat, évidemment. Mais ouais, on est clairement sur un premier tournant. Même un tournant aussi par rapport à son statut au Real Madrid. Parce que d'ailleurs, je vais commencer par ça avant de parler de ce que je veux te dire par rapport à Rodrigo aussi. Par rapport au match de demain, est-ce que tu vois un 4-3-3 ou un 4-4-2? Parce que moi, j'ai un doute là-dessus et même une curiosité parce que je pense que le schéma qui va être choisi demain par Carlo Ancelotti pour ce match, bah, ça va être une indication importante pour les prochaines semaines et la suite de la saison. J'ai un doute, je pense que le 4-3-3 sera encore reconduit. Je pense que les trois seront encore alignés parce que pour les grosses échéances à venir, je pense que les trois vont se maintenir titulaires. Je vois pas un changement de compo. Moi, je partirais plus sur un 4-4-2, pour être très honnête. Moi, je changerais. Mais je pense très sincèrement qu'on va rester sur un 4-3-3 avec full confiance aux trois hommes forts de la ligne d'attaque. Hmm. Parce que tu vois, pour aller justement vers où je voulais aller par rapport à Rodrigo Mbappé, si c'est le 4-4-2 qui venait à s'installer un peu plus durablement, en tout cas pour les gros matchs, parce qu'on sait qu'il continuera à utiliser un peu les deux systèmes tout au long de la saison selon l'adversité et tout ça.
Attention, parce que Rodrigo, on l'a déjà dit, c'est celui qui est le meilleur des trois sur ce début de saison en termes de régularité. Attention, si Mbappé passe à côté de ses rendez-vous, au-delà de lui se mettre un peu la tête sous l'eau plus qu'elle ne l'est déjà, à un moment donné, il va aussi y avoir une propagande entre guillemets dans les médias pour dire Rodrigo faut qu'il joue maintenant et Mbappé doit aller sur le banc. Donc vrai gros tournant, je pense, par rapport à ça sur la saison du Real Madrid. Tu parles d'un 4-3-3 du coup. C'est quoi un peu ton milieu, ta défense? En défense, je pense qu'on est assez d'accord sur le fait qu'il n'y aura pas de turnover. Peut-être Fran Garcia à la place de Mendy, parce que quand tu regardes les matchs qui arrivent, tu dis que c'est peut-être le moment ou jamais pour mettre Fran Garcia, parce qu'après tu vas jouer Dortmund et Classico. Là, il va falloir défendre solidement, donc il va mettre Ferland Mendy assurément. Au milieu de terrain, tu vois ça Ouais, comment? mais oui et non, parce que je me dis que, tu vois, Ferland Mendy, il n'était pas en équipe nationale. Oui, Il a eu du temps à Valdebebas et bon, Fran Garcia non plus, mais bon, on sait très bien que Mendy, c'est le numéro un. Je me dis que pour reprendre ses marques, tu vois, après une trêve, il y a quand même besoin de. Et puis le Celta, c'est pas, je veux dire, c'est pas un petit match non plus. Attention, hein, il faut le gagner. Hein. En championnat, il faut pas perdre de terrain non plus avant le Classico. Donc, non, je vois Mendy être aligné, Rudiger Militao, Lucas Vazquez à droite. Je vois Tchouaméni souffler un peu, Camavinga, Valverde et Bellingham, même si voilà le déplacement de Valverde en Amérique du Sud, c'est toujours délicat. Peut-être qu'il serait mis au repos et à ce moment-là, on verrait Tchouaméni, Kama, Bellingham, c'est pas ignoré. Et puis les trois devant, comme je te l'ai dit, Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Moi, c'est un peu l'équipe que j'imagine demain. oui, c'est vrai donner donner importante que j'ai pas donné justement. Rodrigo et Valverde sont revenus seulement aujourd'hui à l'entraînement. D'ailleurs, la question a été posée à Carlo Ancelotti. Il a dit que il verrait demain matin en fonction de la forme des uns et des autres s'il faut en faire souffler l'un des deux. Donc c'est pas impossible que ça rentre effectivement dans le raisonnement de Carlo Ancelotti. Du coup, on pourrait avoir un 4-4-2 avec Rodrigo qui souffle si c'est lui qui a besoin de souffler plus que Valverde ou vice-versa. Donc, point d'interrogation et C'est sûrement ça. peut-être aussi une petite surprise demain, comme Carlo Ancelotti nous habitue sur cette saison. Ok, bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. Merci Rota, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci Tom. Balancez-nous vous aussi votre 11 idéal pour le match de demain face au Celta ou aujourd'hui, c'est le moment où vous regardez la vidéo. Nous, évidemment, on se retrouve après le match pour le débrief en direct. Sur ce, passez un bon week-end, prenez soin de vous et on se dit bah, à samedi soir après le match. Allez, ciao!